Correction de l'éval de cours numéro 5. Un nombre s'écrit à l'aide de chiffres, comme les mots en français s'écrivent à l'aide de lettres. Donc en français, on a les 26 lettres de l'alphabet qui nous permettent d'écrire tous les mots en français. En mathématiques, on a 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui nous permettent d'écrire tous les nombres. Dans un nombre décimal, donc j'écris la partie entière, ensuite il y a la virgule, ensuite il y a la partie décimale. Avant virgule, après virgule. Le deuxième chiffre après la virgule, donc c'est pas lui, c'est lui, ça s'appelle le chiffre des centièmes. Le premier chiffre avant la virgule, donc c'est lui, c'est le chiffre des unités. Le premier chiffre après la virgule, donc c'est lui, ça s'appelle le chiffre des dixièmes, avec un X. Les règles. Pour multiplier un nombre par 10, 100 000, on décale la virgule de ce nombre d'un, 2, 3 rangs vers la droite. Alors on peut écrire la même propriété avec diviser, mais là vous voyez que multiplier c'est écrit, donc on n'a pas le choix. Si c'était divisé, on aurait décalé la virgule vers la gauche. Pour diviser un nombre par 5, on le multiplie par 2. Puis on divise, ou le divise, par 10. Dans une addition, les nombres additionnés sont appelés des termes et le résultat une somme. Dans une soustraction, les nombres soustraits sont appelés des termes et le résultat une différence. Dans une multiplication, les nombres multipliés sont appelés des facteurs et le résultat un produit. On peut bien mettre un R. Ensuite, on passe à la division, donc la quatrième opération. Alors, des divisions, en fait, il y en a deux. Il y a la division euclidienne. Alors, dans la division, donc il y a 4 mots de vocabulaire. Donc, le nombre qu'on partage s'appelle le dividende. Le nombre de parts s'appelle le diviseur. Le résultat de la division s'appelle le quotient. Et ensuite, on a un reste. Cette division euclidienne en ligne s'écrit dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. C'est la seule écriture possible d'une division euclidienne. Je ne peux pas utiliser le symbole divisé à cause du reste. Donc une division euclidienne, c'est une division dans laquelle le dividende, diviseur et quotient sont obligatoirement des nombres entiers, donc il peut y avoir un reste ou pas. Si je continue ma division, et du coup je vais obtenir, afin d'avoir un reste qui soit égal à 0, donc il faut que je rajoute des zéros dans le dividende, une virgule dans le quotient, et on obtient une division décimale. Ensuite, du vocabulaire. Donc là, j'ai une division euclidienne écrite en ligne. J'ai 128 égale 8 fois 16 plus 0. Donc dans le cas où le reste de la division euclidienne est nul, on a 3 mots de vocabulaire. Donc le nombre ici, le grand nombre, on dit qu'il est divisible par 8. Ou un multiple de 8, ça veut dire pareil. Ça veut dire qu'il est dans la table de 8. A l'inverse, si je pars du petit nombre, le 8, on ne dit pas. L'autre mot de vocabulaire, c'est un diviseur. Un diviseur, il peut y en avoir plein d'autres. Hein, donc faire attention aux déterminants. Les critères de divisibilité qui sont à prendre par cœur, puisqu'on peut on peut avoir besoin de les utiliser dans n'importe quel chapitre, qu'il soit calculatoire, des problèmes, etc. Donc pour avoir un nombre entier qui est divisé par 2, si le nombre se termine par 0,
2, 4, 6 ou 8. Alors on fait attention. Donc il y a bien un ou ici parce que là c'est fini, il n'y a pas d'autres nombres derrière, hein. Il n'y a pas 10, 11, 12, non, ça s'arrête à 8. Donc les numérations se terminent. Si vous mettez un et, ça n'a aucun sens puisque le nombre il peut se terminer par un 4 ou un 8, mais pas le 4 et 8. Attention aussi à la phrase que vous utilisez avec la différence du mot nombre et chiffre. Donc si vous mettez le chiffre se termine, ça n'a absolument aucun sens. D'accord? Donc c'est le dernier chiffre. Le dernier chiffre, il porte un nom dans les nombres entiers. Ça s'appelle le chiffre des unités. Donc on aurait une autre manière de le dire. C'est si son chiffre, donc le sien, hein, son chiffre des unités est. Donc faire attention au vocabulaire utilisé. Ensuite, un nombre entier divisible par 5 si le nombre se termine par 0 ou 5. Pourquoi je vais mettre un R à chaque fois? Par 0 ou 5. Ensuite, le critère par 3, bah, il s'apprend. Hein. Donc, pour voir si un nombre est dans la table de 3, il faut ajouter tous les chiffres du nombre et regarder si le résultat est dans la table de 3. Donc, avec le vocabulaire mathématique, le résultat d'une addition, on a vu que c'était une somme. Donc, c'est la somme. Si la somme de quoi? De ces chiffres, les siens. Donc, c'est SES. Est divisible par 3 ou est un multiple de 3. On passe aux fractions. Alors, A sur B, ici, c'est l'écriture fractionnaire du quotient. Attention au vocabulaire. Quel quotient? Le quotient de A par B. Le quotient de A et B, c'est pas suffisant. Le nombre qui est en haut, le petit a, s'appelle le numérateur. Je vous rappelle que ça vient du mot numéro. C'est le nombre de parts que l'on prend. Le nombre en bas, le B, s'appelle le dénominateur. Ça vient du verbe dénommer, donner le nom. Il y a le mot nom dedans. Donc, si le dénominateur c'est 3, on aura une fraction qui s'appelle quelque chose avec des tiers. Donc, c'est le nombre qui donne le nom à la fraction. Ensuite, pour avoir une fraction et pas une écriture fractionnaire, vous voyez, écriture fractionnaire, fraction, il y a une différence. Lorsque A et B, donc le numérateur et le dénominateur, faut pas dire les nombres, parce que quand vous dites A sur B est une fraction lorsque les nombres, on ne sait pas de quoi vous parlez. Puisque A sur B, c'est un nombre, une fraction. Lorsque A et B sont des nombres entiers. Vous rajoutez une virgule, ce n'est plus une fraction, ça devient une écriture fractionnaire. Donc dans cette égalité, donc j'ai le même nombre écrit de deux manières différentes. Si je l'écris avec le trait de fraction, ça s'appelle l'écriture fractionnaire. Si je l'écris avec une virgule, ça s'appelle l'écriture décimale. Ensuite, la propriété de sixième. A sur B est le nombre qui est multiplié. Vous voyez que là, il faut bien le lire dans le même sens. A sur B, le fois. Par combien? Donc là, on a vu qu'il fallait que ce soit le même nombre. Donc petit b donne quoi? L'autre nombre A. On avait vu qu'il y avait deux nombres. Hein, ici, il y a le A et le B. Attention aussi à l'écriture. Le A et le B sont écrits en lettres minuscules, donc là, il faut une lettre minuscule et là, une lettre minuscule. Si vous me changez la lettre, il n'y aura pas de simplification. Une lettre minuscule et une majuscule en mathématiques, c'est pas pareil. Prendre une fraction d'un nombre, c'est multiplier la fraction par le nombre ou le nombre par la fraction. C'est une multiplication, il faut donner les deux facteurs. La fraction, le nombre. Coefficient de proportionnalité. Donc c'est un quotient, c'est le nombre du bas sur le nombre du haut. C'est à prendre par cœur. Calculer A% d'un nombre revient à faire quoi? À multiplier. Donc l'opération, c'est une multiplication. Pareil, quand on dit que c'est une multiplication, il faut donner les deux facteurs. Revient à multiplier quoi? Le nombre, donc ça c'est le premier facteur.
le deuxième facteur, c'est A centième. A %, A centième. Exemple, 30% de 540. Donc ça revient à multiplier le nombre. Donc le nombre dans les deux, c'est 540. Par quoi? Par le pourcentage écrit en fraction. 30%. 30 centièmes. Voilà. On peut éventuellement mettre le 30 centièmes d'abord et le nombre après. Puisque j'ai le droit d'inverser l'ordre des facteurs dans un produit. Alors, pour écrire une proportion sous la forme d'un pourcentage, il suffit de multiplier, donc là aussi, une multiplication de quoi par quoi? De multiplier la proportion, c'est pas le nombre, hein. On vous demande comment on fait à partir d'une proportion pour avoir un pourcentage. Et le deuxième facteur, c'est 100. Exemple, 70% étudient l'espagnol des élèves. 70 élèves étudient l'espagnol sur 350 élèves, ce qui fait un pourcentage de... Donc d'abord la proportion, 70 élèves sur 350. Ça, c'est la proportion d'élèves qui étudient l'espagnol. Je veux un pourcentage, je rajoute le fois 100. Définition d'un nombre premier. Un nombre premier est un nombre qui admet exactement deux diviseurs, deux points, et on cite lesquels. 1 et lui-même. Donc on a insisté dessus en classe sur l'importance d'apprendre votre leçon et que tous les mots sont importants. Si vous me dites qu'un nombre premier, c'est un nombre qui est divisé par 1 et lui-même, je vous réponds, c'est archi faux, puisque tous les nombres entiers sont divisibles par 1 et eux-mêmes. Et tous les nombres ne sont pas premiers. Ici, ce qui est important, c'est qu'il faut admettre exactement deux diviseurs. Si vous oubliez le exactement, c'est pas suffisant non plus. Donc, faut vraiment faire attention. Je vous rappelle que 1 n'est pas un nombre premier parce qu'il est divisible par 1 et lui-même. Mais ça fait qu'un seul diviseur, puisqu'un et lui-même, c'est pareil. Donc, c'est là qu'il faut vraiment faire attention. Tous les mots sont importants. Donc, deux diviseurs, lesquels 1 et eux-mêmes. Ensuite, les nombres premiers inférieurs à 30, donc il faut les connaître par cœur. Je vous rappelle qu'en quatrième et en troisième, vous en verrez de plus en plus. Donc, le plus petit des nombres premiers, c'est 2, 3. On saute le 4 parce que 4, il est aussi divisible par 2. Donc, il est divisible par 4, par 1 et par 2. 3 diviseurs non premiers. 6, il est pair, donc il n'est pas premier. 7, 8, il est pair. 9, il est divisible par 3. 10, il est pair. 11, 12, il est pair. 13, 14, il est pair, donc il est divisible par 2. 15, il est divisible aussi par 3 et 5. 16, il est pair. 17, 18, il est pair. 19, 20, c'est pair. 21, c'est divisible par 3. 22, il est pair. 23, 24, il est pair. 25, il divise par 5. 26, il est pair. 27, il est divisible par 3. 28, il est pair. 29, et c'est tout. Voilà. Donc, quand vous comptez, il doit y en avoir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça m'a envoyé un mémo technique pour vous souvenir et ne pas en oublier ou pas en écrire trop. On passe à demi-droite graduée. Donc, ce point-là, ça s'appelle l'origine de la demi-droite graduée. Ça correspond à l'abscisse 0. Les flèches, ça correspond à l'unité. Je vous rappelle que si vous mettez un S à unité, ça n'a aucun sens mathématique, ça n'a pas de sens du tout, parce que par définition, l'unité, ça correspond à 1, donc il n'y en a qu'une. Ici, le point A pour abscisse. Il faut que je compte. 3, 4, 5, 6. Donc, c'est mot abscisse. A, B, S, C, I, 2 S, E. Donc, le premier son ce, c'est SC, et ensuite, c'est 2 S. Le nombre, on a trouvé 6. Au niveau des notations, c'est lettre majuscule, entre parenthèses, l'abscisse, sans égal. Deux nombres A et B sont dans un ratio 2-3, signifie que A sur 2 égale B sur 3. Attention, il y a un égal, c'est cette égalité qui donne le ratio. On peut l'écrire autrement. On peut écrire que A et B, donc ça se dit A sur B, égale, donc le ratio 2-3, donc 2 sur 3. Dernière manière, on peut avoir le A qui est égal à 2 tiers
fois le B. Donc il y a 3 égalités qu'on peut obtenir à partir d'un ratio. Ensuite, un nombre relatif est composé de son signe, ou un signe, et d'une partie numérique. Donc il faut faire la différence entre le signe et la partie avec des chiffres. Donc la partie numérique, c'est celle qui a des chiffres. Le signe, c'est positif ou négatif. Quand c'est positif, il y a un plus ou rien du tout. Quand c'est négatif, il y a forcément un moins. Deux nombres relatifs sont dits opposés s'ils ont la même partie numérique. Donc il faut qu'il y ait les mêmes chiffres. Mais de signes contraires. Donc il y en a forcément un positif et l'autre négatif. Égalité triangulaire. Donc là, je n'ai pas mis la propriété de l'inégalité triangulaire parce que c'est vrai que triangle, s'il est constructible ou pas, souvent, quand on vous le demande, c'est qu'il l'est. Par contre, l'égalité triangulaire, on l'utilise très fréquemment dans les exercices de géométrie pour calculer des longueurs. Donc si on a un point M qui est sur un segment AB, ça peut s'écrire en mathématiques, M appartient à AB. Je fais le dessin, j'ai un segment AB et je place un point M ici. Alors j'ai des égalités de longueur, puisque c'est l'égalité triangulaire. Je vais avoir la grande longueur, donc pour aller de A à B, le chemin de A à B, c'est pareil que s'arrêter au point M en faisant cette étape-là. D'accord? Ça revient exactement au même, et ça c'est valable uniquement si les 3 points sont alignés dans cet ordre-là. Donc bien faire attention. Si vous me dites que les points A, M et B sont alignés, c'est pas suffisant, il y a l'ordre. Vous voyez que le M, il doit être entre le A et le B. Symboles mathématiques. Donc je vous rappelle que les symboles mathématiques me permettent d'écrire des phrases complètes. Donc les phrases en français doivent avoir un sujet, un verbe, un complément. Les symboles sont des verbes. Il doit y avoir des verbes. Beaucoup les oublient, ces verbes-là. Il y a le verbe être dans beaucoup de symboles mathématiques, mais il y a un verbe, donc il faut vraiment faire attention. Donc premier symbole, donc dans ce sens-là, c'est est plus petit que. Alors je mets une deuxième manière, mais c'est l'un ou l'autre en évaluation, vous ne mettez pas les deux. Ou est inférieur à. Deuxième symbole, donc d'abord le côté écarté, est plus grand que. Ou est supérieur à. Attention aussi, le A il a un accent, c'est pas un verbe là. Est égal à. Donc pareil, hein, si vous mettez le verbe avoir là en oubliant l'accent, ça n'a plus aucun sens. Hein. C'est plus une faute de français, c'est une faute de sens. En mathématiques, il faut vraiment que ça ait un sens logique. Alors, le égal quand il est barré, c'est n'est pas égal à. Et c'est là où vous n'êtes pas logique, parce que ceux qui oublient souvent le est, celui-là, ils le mettent. Donc s'il est là, c'est qu'il est partout. On peut le dire aussi autrement, ou est différent de. Donc le symbole euro avec une seule barre, c'est appartient à. Il y a 2 P à appartient. Et il y a un T parce qu'il est conjugué. Barré, c'est la négation, donc n'appartient pas à. Le T à l'envers, c'est est perpendiculaire à. Les 2 slash, c'est est parallèle à. On passe aux notations. Donc comment j'écris Alors, si j'ai 2 lettres séparées par une virgule, c'est 2 points. Si j'ai 2 lettres collées, c'est une longueur. Attention. Il y a le ou parce qu'on peut écrire l'un ou l'autre. Il n'y en a pas 2 des longueurs, c'est la même. Si je mets des parenthèses,
c'est la notion de droite infinie du côté du A et du B, c'est prolongé. Crochet, ça s'appelle des segments. Ici, il n'y en a qu'un, je rappelle que c'est le même segment. Crochet parenthèse, c'est demi-droite. Attention, là, j'ai pas le choix. Vous voyez qu'il n'y a pas de ou, on est obligé de commencer par le crochet. Avec un petit rond dessus, c'est un arc de cercle. Et pas arcle, qui n'existe pas comme mot. 3 lettres majuscules séparées par des virgules, c'est 3 points. Si je les colle sans virgule, c'est un triangle. Et si je mets un chapeau dessus, c'est un angle. Définition du milieu. On dit que I est le milieu du segment AB si... Alors, il ne faut pas me dire si I est au milieu. Hein. Pour définir le milieu, on n'a pas le droit d'utiliser le mot milieu. Hein. Donc, je fais un dessin. Donc, j'ai un segment qui s'appelle AB et je dois placer le milieu. Donc là, je m'applique. Si je mets le point là, je vais vous dire non. Je suis désolée. Il faut vous appliquer même si ça main levée. Le I, il est là. Si je mets que le I là, c'est pas suffisant. Il y a le codage qui est obligatoire. Un milieu. Il faut qu'il y ait la même longueur là et là. Donc, cette longueur égale celle-là. Donc, je l'écris en deuxième. Ce sont des longueurs. Je rappelle que si vous mettez des crochets, ce ne sont pas des longueurs, mais des segments. Et c'est archi faux. Donc, les segments ne sont pas égaux. Pour être égal, c'est uniquement des nombres. Et les nombres, ce sont les longueurs. Alors, ce n'est pas suffisant. Si j'ai deux longueurs égales, ça ne me place pas forcément un milieu. Il faut aussi que les points soient alignés. Les points, c'est lesquels? Il faut que je dise lesquels. Parce que regardez bien, hein, on dit que I est le milieu du segment AB. J'ai qu'un point pour l'instant. I. Ça, c'est pas un point, c'est un segment. Donc, c'est pas le même objet mathématique. Donc, les points, il y en a 3. Ça, on les sépare par des virgules, puisqu'on a vu juste au-dessus hein, que 3 points, ça s'écrivait avec des virgules. Les points A, I et B sont alignés. Ça vient du mot ligne. On passe à la définition aux angles. Donc, je vous rappelle qu'un angle, c'est la partie du plan limitée entre deux demi-droites de même origine. Cette origine ici, donc, alors d'abord les demi-droites, là et là. Donc les demi-droites, on a dit que c'était crochet parenthèse. L'origine, c'est O. Première demi-droite, c'est OA. Et l'autre, c'est OB. Ces deux demi-droites, ça s'appelle les côtés. Là, il faut que je mette un pluriel, j'ai pas le choix. Si vous mettez côté avec sans S, c'est pas possible. Un angle, il a deux côtés, il peut pas en avoir qu'un. Ensuite, l'origine commune des deux demi-droites s'appelle le sommet de l'angle. Au niveau des notations, un angle, c'est 3 lettres majuscules, hein, on l'a vu là, avec un chapeau. Ce qui est important, c'est la lettre du milieu, c'est le sommet. Donc le sommet, c'est O, donc je dois mettre le O au milieu. Donc c'est AOB, ou éventuellement un BOA. Vous en écrivez bien sûr qu'un seul. La nature, donc les natures d'angle, il y en a plein. Donc il y a l'angle nul, aigu, l'angle droit, l'angle obtus, l'angle plat. Donc ici, cet angle, on voit qu'il n'est pas nul. On voit qu'il est inférieur à un angle droit, donc c'est la définition d'un angle aigu. Au niveau du vocabulaire, définition, deux droites qui se coupent s'appellent des droites sécantes, sectionnées. Sécateur, pour vous aider à l'écrire. Donc là aussi, il y a un manque d'écoute. Et puis, certains élèves, on voit qu'ils n'ont pas regardé la vidéo. Parce que quand on vous dit que ça vient de sécateur, vous le retenez et vous l'écrivez en écrivant sans faute d'orthographe. Tous ceux qui l'écrivent QU, c'est qu'ils n'ont pas été assez concentrés. Ensuite, propriété. Vous voyez que ce n'est pas écrit définition, mais bien propriété. Donc, il ne faut pas me dire deux droites perpendiculaires, c'est des droites qui se coupent en formant un angle droit. Hein, ce n'est pas la définition. Donc ça, ces deux propriétés seront très utilisées en 4e, 3e, justement dans tous les exercices de géométrie. Alors, premièrement, si deux droites, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces deux droites? C'est ce qu'on avait mis en couleur. Donc on avait dû mettre ça comme ça. J'ai deux droites vertes. Qu'est-ce qu'elles sont spéciales, mes deux droites vertes? Elles sont perpendiculaires. À une même droite.
celles que j'ai mis en rouge. Du coup, elles sont parallèles entre elles. Une autre qui est utilisée, c'est si deux droites sont parallèles. Donc je sais qu'elles sont parallèles. Alors, toute droite, ça veut dire chaque droite, c'est un singulier. Perpendiculaire à l'une. Donc là, j'ai deux droites parallèles. Alors, on est dans cette configuration. J'ai deux droites qui sont parallèles. Je sais que cette droite, elle est perpendiculaire ici. Enfin, la droite verte là, elle est perpendiculaire à la droite rouge. Alors, cette même droite verte va être perpendiculaire à l'autre droite verte. Est aussi perpendiculaire à l'autre. Autrement dit, quand j'ai deux droites parallèles, si je connais un angle droit, il y aura un deuxième angle droit là. Toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. Ensuite, on passe aux droites remarquables. Alors, des droites remarquables, il y en a 4. Il y en a 2 dans le triangle, les 2 qui peuvent être extérieures au triangle. Donc, on ne va pas dessiner le triangle si elles existent en dehors du triangle. Première définition. Donc, ça, c'est dans un triangle, la notion de hauteur. Je ne peux pas avoir une hauteur à l'extérieur. Donc, je suis obligée de dessiner un triangle. Je ne le fais pas trop petit, je remplis la case. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Dans un triangle, on appelle hauteur une droite. Une. Pourquoi? Parce que des hauteurs, il y en a 3. Donc nous, on ne va pas dessiner les 3 sur la figure, on en fera une, parce que dans la définition, c'est une droite. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette droite? Une droite qui passe par un sommet du triangle. C'est pour ça qu'il y a 3 hauteurs, parce qu'il y a 3 sommets. Un sommet de quoi? Un sommet du triangle. Et donc, je peux faire la hauteur issue de ce point-là ou ce point-là. Donc, 3 hauteurs, parce qu'il y a 3 sommets. Donc, une hauteur, c'est une droite qui passe par un sommet du triangle et qui coupe perpendiculairement. Donc, dans la notion d'auteur, il y a la notion de perpendiculaire. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'elle coupe perpendiculairement? Le côté. Donc là, on s'applique. Hein, le côté, il y a un accent circonflexe, il y a un « et ». Hein, si j'oublie, ça fait la cote, ça n'a rien à voir. Le côté. Lequel? Parce que dans le triangle, il y en a 3. Hein. Donc, si je fixe le sommet, je fixe le côté. Elle coupe perpendiculairement le côté opposé. Opposé à quoi? À ce sommet. Alors, je vais faire moi sur la figure la hauteur la plus simple. Je vais passer par ce sommet-là. Donc, le côté opposé, ben, c'est ce côté-là, ici. Donc, je dois dessiner une droite qui est perpendiculaire à ce côté et qui passe par ce sommet-là. Donc, au niveau de la figure, on doit insister sur le sommet et sur l'angle droit. Et le fait que ça soit une droite, bien entendu. Deuxième définition, on va parler de la médiane. Donc, je refais un triangle quelconque. Dans un triangle, parce que c'est valable que dans un triangle, on appelle médiane, donc c'est encore une droite, parce qu'il y en a 3, qui passe par un sommet du triangle. Donc, 3 sommets, du coup, il y aura 3 médianes. Et par un autre point, cette fois-ci, elle passe aussi par le milieu. Milieu de quoi? Du côté opposé. Opposé à quoi? À ce sommet. Donc pareil, je vais faire la médiane la plus simple à illustrer. Je vais partir de ce sommet-là. Le côté opposé, pareil, ce sera ce côté-là. Je dois passer par le milieu de ce côté-là. Donc même si c'est à main levée, je le place comme il faut, à peu près. Je code le milieu et ensuite je dessine la médiane, donc une droite. Donc bien faire attention à ça.
Ensuite, la médiatrice. Alors, la médiatrice existe dans un triangle, mais c'est surtout la médiatrice d'un segment. Donc, je ne vais pas dessiner le triangle, mais bien qu'un segment. La médiatrice de quoi? D'un segment. Est quoi? La droite? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette droite? Qui coupe. Comment? Perpendiculairement. Quoi? Le segment, celui dont on a parlé au début, ici, donc ce segment-là, en son milieu. Donc je repère le milieu du segment, pareil, ça m'a levé, mais je le fais comme il faut. Donc je dois avoir à peu près la même longueur. Je code le milieu et je dois dessiner la droite qui passe par ce milieu-là, mais qui est aussi perpendiculaire. Et je le fais en vert. Propriété de la médiatrice. Si un point partir la médiatrice d'un segment, donc je dessine un segment, je dessine la médiatrice, donc je vais la faire là, je code, et je prends un point dessus. Et je vais le mettre en rouge là, M. Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors ce point, celui dont on a parlé au début, est équidistant, ça veut dire est situé à la même distance de quoi? Des deux extrémités de ce segment. Des deux extrémités. Je rappelle les extrémités, hein, c'est les deux bouts du segment, hein, de ce segment. Donc là, je vais le tracer. Hein. Ça veut dire même distance. Là et là, même longueur. Ça veut dire ça, équidistant. Même longueur. Dernière droite remarquable. La bisectrice. De quoi? D'un angle. Donc elle aussi, elle existe dans le triangle, hein, puisque triangle veut dire trois angles, mais elle existe toute seule. Donc il me faut un angle. Je dessine un angle. La bisectrice d'un angle est quoi? La demi-droite. Attention, c'est unique. Comme pour la médiatrice d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle va partager. Elle coupe pas. Elle partage. Quoi? Cet angle, celui dont on a parlé au-dessus. Comment? En deux angles de même mesure. Donc je la dessine en vert. Je dois attention, je fais une demi-droite. Donc je m'arrête ici et je prolonge de l'autre côté. Et elle doit partager en deux angles de même mesure. Je décale bien mes arcs de cercle pour bien voir qu'il y a deux angles et pas un seul. Cercle circonscrit. Qu'est-ce qu'on appelle le cercle circonscrit? Un triangle. Et le cercle, il est unique. Un triangle, un cercle. Qui passe par les trois sommets. Et par les trois côtés, ça ne voudrait rien dire. Quand on a un cercle qui passe, c'est forcément par un point. Donc, qui passe par les trois sommets du triangle. Alors, c'est bien beau de savoir la définition, mais ça ne suffit pas. Parce que pour pouvoir le tracer, il faut savoir où est-ce que je place le centre. Donc, ça ne se fait pas au pif. Comment je fais pour construire le centre de le cercle circonscrit? Il faut que je connaisse le centre. Son centre est le point d'intersection. De quoi? Des médiatrices. Les médiatrices de quoi? Des côtés du triangle. Médiatrice, c'est forcément d'un segment. Hein? Donc là, c'est des médiatrices des côtés. Les côtés, ce sont bien des segments du triangle. Donc une fois que vous avez le centre, il suffit d'écarter votre compas pour le faire passer par un des sommets. Il passera par les trois. Définition des triangles. Triangle isocèle. Donc là, ça fait je ne sais pas combien de fois qu'on le fait. Hein, donc il faut vraiment que ça rentre au niveau du vocabulaire. Il y a du vocabulaire. Donc figure à main levée, comme ça sert strictement à rien. Il faut le codage. C'est le codage qui va vous donner. Donc un triangle isocèle, on le code comme ça. Ça veut dire qu'il y a deux côtés de même longueur. Est un triangle qui a deux côtés. Je rappelle que les côtés ne sont pas égaux. Ce qui peut être égal, ce sont des nombres. Et les côtés, ce sont des segments et pas des nombres.
Au niveau du vocabulaire, ce sommet, il porte un nom. Ça s'appelle le sommet principal. Faut pas me dire sommet, hein. Sommet, ça serait n'importe quel... ça serait pas spécifique au triangle isocèle. Principal. Le côté opposé au sommet principal s'appelle la base. Attention, ce n'est pas forcément le côté horizontal, la base. La base, elle est associée au sommet principal. Si je fais le triangle penché, la base, elle peut être à gauche. Un triangle équilatéral, donc là, on ne fait pas trop petit, on remplit la case. Donc, c'est un triangle qui a 3 côtés de même longueur. Et le triangle rectangle, donc c'est un triangle. Donc là aussi, hein, j'utilise toute la case. On ne fait pas des choses minuscules. Donc c'est un triangle qui a un angle droit. Il y a du vocabulaire spécifique. Le côté opposé à l'angle droit, donc je repère l'angle droit, le côté opposé s'appelle l'hypoténuse. SE à la fin. Allez, on passe à la symétrie. Donc les rappels. 2 figures sont symétriques par rapport à une droite D lorsque les 2 figures, que je peux remplacer par L avec un S, mais là aussi, si vous mettez un singulier, ça n'a plus aucun sens. Les 2 figures se superposent. Ça veut dire que l'une va aller sur l'autre. Se superposent comment? Par pliage. Et je plie comment? Suivant la droite D. Et donc faites bien attention, il y a des fautes qui ne sont pas des fautes d'orthographe, mais des fautes très graves de sens. Si vous mettez la figure où elle se superpose, c'est pas possible au singulier. La figure, elle peut pas superposer elle-même. Il faut être 2. Donc c'est un pluriel. Ensuite, le point M. Alors je fais le dessin, hein. J'ai un point M, j'ai une droite D. On rappelle qu'il doit falloir, voilà. Alors ça se fait au compas, hein, mais on est dans cette configuration-là. Donc j'ai mon point M, son image M', la droite D, et donc quand on code et qu'on sait faire le dessin, et ben on se rend compte que la droite D doit être la médiatrice du segment MM'. Lorsque la droite D est la médiatrice de quoi? C'est forcément d'un segment. La médiatrice, c'est indissociable d'un segment. Donc un segment, ça se note entre crochets. On a MM'. Et là, je fais attention, hein, j'ai des élèves qui mettent M comme ça. Hein. Ça, c'est pas du tout la notation pour un point. C'est un M majuscule et bâton, pas un M cursif. Symétrie centrale. 2 figures sont symétriques par rapport à un point O lorsque les 2 figures se superposent, là aussi. Comment? Bah, on ne fait pas un pliage, sinon ça serait de la symétrie axiale. Par demi-tour. On va faire un demi-tour, donc on va tourner la figure d'un demi-tour, mais on tourne comment? Autour du point O. Alors, si je fais la figure, donc j'ai mon point M, j'ai mon point O. Il faudrait que je construise ma demi-droite en pointillé. Je prends mon compas, je reporte les longueurs, et donc j'aurai le point M' avec ce codage-là. Donc quand on regarde la figure, on voit que O est le milieu du segment MM'. Allez, les formules de périmètre et R à savoir par cœur. Donc la première, c'est le triangle quelconque. Le périmètre, c'est la longueur du tour. Donc c'est A plus B plus C. Je rappelle, c'est des minuscules. Si vous mettez des majuscules, c'est pas une faute. C'est pas dire c'est pas grave. Si, c'est grave parce que un A majuscule, ça signifie un point. Donc le point A plus le point B plus le point C, ça n'a jamais rien fait. Ça peut pas être égal à un nombre. C'est pas possible. Donc ça, c'est des notations. Petit a, c'est la longueur de ce côté-là. L'air, donc ça s'appelle la hauteur. Ici, c'est la base associée. La formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc attention, à la fin d'année, on va faire des exercices sur tout en rajoutant des formules. Donc il faut déjà que vous soyez au point sur celle-là. Deuxième figure, le rectangle.
Le périmètre, donc c'est la longueur du tour. Donc comme il y a 2 fois la longueur, 2 fois la largeur, c'est 2 fois grand L plus 2 fois petit l. Il y en a une autre qui est 2 fois, entre parenthèses, L plus petit l. Et là aussi, on s'applique. Si vous inversez un fois et un plus, bah, c'est tout faux. L'air, c'est la mesure de la surface intérieure, c'est grand L fois petit l. Pour le carré. Le tour, c'est côté plus côté plus côté, donc c'est 4 fois le côté. L'air, c'est la mesure intérieure, c'est fois C. Le dernier, c'est le disque. Je rappelle qu'il est... Ça n'a aucun sens de marquer cercle, notamment parce que le cercle n'a pas d'air. Et quand on parle de périmètre, on parle aussi de périmètre que d'un disque. Puisque si je parle de cercle, on parlera de longueur et pas de périmètre. Et là, c'est écrit périmètre P. Donc, tout ce qui est rond, pour calculer des aires, des périmètres ou des volumes, il y a la lettre pi. La lettre pi, c'est pas la lettre R. Il faut vous appliquer. Donc le périmètre, c'est pi fois 2 fois r. Donc là, je ne vais pas utiliser le diamètre, puisqu'il n'y a pas de diamètre sur la figure. Et je vous rappelle que si ça, c'est un R minuscule, j'écris un R minuscule. Si je mets un R majuscule, je mets une majuscule. Il faut juste être cohérent. On a le droit d'utiliser que les lettres données sur la figure. C'est tout des minuscules, donc on l'écrit comme il faut. Et l'air, c'est pi fois rayon fois rayon. Alors, je vous rappelle un moyen, parce qu'il y en a qui inversent les deux. Si les longueurs sont en centimètres, la longueur du contour de la figure sera aussi en centimètres, ce qui veut dire qu'on n'a que une seule longueur. Donc centimètre plus centimètre plus centimètre, j'obtiens des centimètres. 2, ça n'a pas d'unité fois des centimètres, ça reste des centimètres. J'ajoute une autre longueur qui est en centimètres, j'obtiendrai des centimètres. 4, ça n'a pas d'unité fois un centimètre, ça fera des centimètres. Pi, ça n'a pas d'unité. 2, ça n'a pas d'unité, il me reste des centimètres. Par contre, l'air, si les longueurs sont en centimètres, l'air sera en centimètres carrés. Il faut que j'ai une longueur fois une longueur. La B est en centimètres, le H en centimètres. Centimètre fois centimètre, j'obtiendrai des centimètres carrés. Je divise par 2. On fait pareil ici, ici. Et là, j'ai bien les deux longueurs. R fois R. Pas pareil qu'ici. On passe au volume. Première figure, donc c'est le parallélépipède rectangle ou pavé droit. Alors, je vous rappelle comment ça s'écrit. Ça vient de parallèle. Donc, parallèle. Ensuite, je rajoute le mot pipède. Rectangle. Ou pavé droit. Attention par contre, il y a le mot parallèle, mais c'est avec des « et ». Parallélépipède, rectangle ou pavé droit. Donc pavé droit, c'est beaucoup plus court. Ça, c'est le cube. Alors sur la figure, j'ai 3 dimensions qu'il faut que je multiplie. Longueur fois largeur fois hauteur. Et dans le cube, eh ben, toutes les arêtes s'appellent C, ont la même longueur, donc c'est C fois C fois C. Ensuite, les noms. Cite d'autres noms. Donc j'ai pas le droit de citer lui ou lui. Alors, on pouvait donner l'autre nom de lui, hein, ça change rien, c'est quand même le même solide. Donc si c'est écrit d'autres noms, ça veut dire pas ceux-là, tous les autres qu'on a vus. Alors nous avons la famille des polyèdres. Donc les solides dont les faces sont des polygones. Donc le pavé droit et le cube sont des polyèdres. Nous avons les prismes droits. Donc ce sont des solides dont les faces sont des rectangles. Donc c'est le cas pour le... donc on a 2 bases et les faces latérales qui sont des rectangles. Donc ceux-là aussi, ce sont des prismes droits. Ensuite, vous avez les pyramides. Voilà. Et ensuite, on a les familles de solides qui ne sont pas des polyèdres. Donc les faces, ce ne sont pas des polygones parce qu'il y a des choses rondes. Donc on a le cylindre de révolution. On a le cône de révolution, et pas cône, c'est bien le cône. Donc on l'écrit comme il faut, sans faute d'orthographe. Et enfin, on a la sphère ou la boule. Donc la distinction, c'est la même que pour le cercle et le disque. La sphère, c'est le pourtour, la boule, c'est l'intérieur. On passe au vocabulaire des angles. 2 angles sont adjacents s'ils ont le même sommet. Attention, on ne dit pas un sommet en commun. Parce que des sommets, il n'y en a qu'un seul. Pour qu'ils soient en commun, c'est qu'il faut qu'il y en ait plusieurs. Donc là, le sommet, il n'y en a qu'un, donc c'est le même sommet. Les côtés, il y en a 2. Parmi ces 2 côtés, il y en a un qui doit être en commun. Un côté en commun. Et je répète, un côté sur les 2.
C'est pour ça que ça ne se dit pas de la même manière. Et ensuite, il doit être situé de part et d'autre de ce côté en commun. Hein, je rappelle, j'ai un angle, même sommet, donc c'est cet angle-là. Un côté en commun, par exemple celui-là. Et situé de part et d'autre, et ben voilà. Lui et lui, ce sont deux angles adjacents. Deux angles sont complémentaires si la somme, ça veut dire le résultat de l'addition, de quoi? De leur mesure. Attention, c'est un pluriel, sinon vous ne pouvez pas ajouter une seule mesure, il faut qu'il y en ait au moins deux. La somme de leurs mesures est égale à, donc complémentaire, c'est 90 degrés. Point. S'ils sont supplémentaires, si la somme toujours de leurs mesures au pluriel, je rappelle que si vous mettez un singulier, c'est pas une faute de français, c'est une faute de sens. Je ne peux pas ajouter un seul nombre, c'est pas possible. Est égal à 180 degrés. Voilà. Ensuite, deux angles sont opposés par le sommet. S'ils ont le même sommet, je rappelle, hein, c'est pas un sommet en commun, ça n'a pas de sens. Et si les côtés de l'un prolongent les côtés de l'autre. Donc je rappelle, hein, c'est ce qu'on fait avec une croix. Lui et lui. Ce sont des angles opposés par le sommet. Ils ont le même sommet et les côtés de l'un prolongent les côtés de l'autre. Donc il y a une propriété, j'ai mis le même codage parce qu'ils ont la même mesure. Si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont, le verbe avoir, la même mesure. Alors ensuite, donc nous avons les angles alternataires en correspondant. Donc on a la séquente, on la met en rouge. Les deux autres droites, on les met en vert. Et là, il faut faire attention à l'écriture. Vous avez des lettres minuscules et majuscules avec des primes ou pas des primes. Alors, des angles alternes internes. Je rappelle alterne, interne. Interne, ça veut dire entre les droites vertes. Alterne, ça veut dire en alternance, ça veut dire le contraire l'un de l'autre. Alors, si j'élimine donc tous les angles qu'il y a à l'extérieur et que je prends cet angle-là, qui a un trait, il est au-dessous de vert et à gauche de rouge. Donc en alternance, ça veut dire le contraire. Le contraire au-dessous de vert, ça va être au-dessus de vert. Et le contraire d'à gauche de rouge, ça veut dire à droite de rouge. Donc il va être alterne interne avec lui. Il est bien au-dessus de vert et à droite de rouge. Alors, cet angle-là, il s'appelle XAB. Petit x, grand A, majuscule, c'est un point. X, c'est une direction. B, majuscule. Il est alterne interne avec cet angle-là. Alors, je peux l'appeler T'BY' ou ABY'. Je vais l'appeler ABY'. On me demande une paire. Donc, j'écris l'autre paire, parce que je ne vous impose pas laquelle. Hein. Donc, vous aurez cet angle-là, qui est alterne interne avec lui. Donc, cet angle-là, il s'appelle X'AB ou X'AT. Donc, je vais mettre X'AB. Majuscule, minuscule. Vous voyez qu'elles n'ont pas la même taille, mes lettres. Hein. Alors, je ne vais pas mettre je vais mettre deux traits. Un trait comme ça. Et l'autre, donc, c'est cet angle-là, donc il s'appelle ABY. Et on s'applique, c'est un Y minuscule. Alors, les angles correspondants, au contraire, ils se correspondent. Donc, quand je suis au-dessus de vert, l'autre est au-dessus de vert. Si je suis à gauche de rouge, l'autre est à gauche de rouge. Donc, il y a 4 paires. Donc, je vous en demande une. Après, vous faites ce que vous voulez. L'angle en haut, il s'appelle XAT'. Et on fait attention de ne pas voir les lettres majuscules et minuscules. Il va correspondre à lui. YBA. Deuxième paire, celui-là. T'AX'.
il va être correspondant avec celui où il y a deux petits traits, donc ABY'. Ensuite, celui-là, celui où il y a un petit arc, c'est XAB ou XAT. Hein. Il va être correspondant avec lui, YBT. Dernière droite, donc celui-là, X'AB. Il va être correspondant avec lui. Donc Y'BT. Voilà, j'ai mis les 4 paires. Ensuite, propriété. Donc là, on l'a répété un certain nombre de fois, hein, donc à bien connaître par cœur. Si deux droites sont parallèles et sont coupées par une séquente, alors elles forment des angles alternes internes ou correspondants. Hein. Donc vous écrivez la propriété que vous préférez. De même mesure. Alors les angles internes et angles correspondants, ils existent, même si les droites ne sont pas parallèles, mais pour qu'ils soient de même mesure, il faut que les droites soient parallèles. Ensuite, propriété sur les angles dans un triangle. Vous voyez, c'est bien écrit propriété sur les angles dans un triangle. Donc, je ne veux pas la définition d'un triangle isocèle équilatéral. Ça n'a rien à voir, je veux des angles. Donc, première, dans un triangle, dans n'importe quel triangle, la somme, donc c'est le résultat d'une addition, des mesures des angles. Parce que je rappelle qu'on ne peut pas ajouter des angles, mais c'est bien leur mesure, on ne peut ajouter que des nombres. Les angles, ce ne sont pas des nombres. Dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Hop là. Si un triangle est isocèle, alors ces deux angles à la base ont la même mesure. Donc si je fais un triangle isocèle ici, voilà, il est isocèle. Donc le sommet principal, il est là. Vous voyez que la base, c'est ça. Les angles à la base, ça veut dire les angles collés à la base. Il y a lui et il y a lui. Ils ont la même mesure. Dans le triangle équilatéral, si un triangle est équilatéral, alors ces trois angles ont la même mesure. Première partie, deuxième partie, et ils mesurent chacun 60 degrés. Donc là, je vais faire un triangle plus grand pour qu'on voit bien. Donc il est équilatéral. Les trois angles ont la même mesure, donc je code ici, là, et ils font tous 60. Voilà. Maintenant, on passe aux définitions propriétés du parallélogramme. Alors, un quadrilatère qui a un centre de symétrie s'appelle un parallélogramme. Donc c'est un I. Hein. Le centre de symétrie est appelé le centre du parallélogramme. Donc quand on vous dit le parallélogramme de centre machin, ça veut dire que c'est le centre de symétrie. Et c'est le point d'intersection de ces diagonales. Maintenant, on a les propriétés avec toutes les figures à main levée et le codage, bien entendu. Alors, il y en a qui se ressemblent. Hein. Si un quadrilatère, donc là, ce sont les propriétés, pas les réciproques. Hein. Qu'est-ce que j'écris? Latère, sauter une syllabe, est un parallélogramme. Alors, elles commencent toutes pareilles. Hein.
Je rappelle que parallélogramme, c'est quand même drôlement dommage de faire des fautes. Moins vous appliquez à l'écrire correctement, plus ce sera dur de vous corriger. Et je rappelle que parallélogramme, ça vient de parallèle. Donc il y a 2 L et un L et il n'y a qu'un R. Voilà, donc je vais dessiner un parallélogramme et puis on va voir ce qu'on peut lui rajouter. Donc pour faire la figure à main levée, en fait, il faut déjà connaître vos propriétés parce que c'est lié. Donc même si c'est à main levée, on essaye que ça ressemble à un parallélogramme et pas un rectangle par exemple. Alors, qu'est-ce que je peux lui rajouter au niveau du codage? Donc, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors, donc on va parler de des diagonales. Ces diagonales se coupent en leur milieu. Je fais les 2 diagonales. Je fais attention hein, de bien... Voilà. Et je rajoute le codage, hein, puisque sinon, ça ne suffit pas. Je peux parler des côtés opposés. Ils sont 2 à 2 de même longueur. Alors ces côtés opposés, je rappelle, les côtés ne sont pas égaux. Ce qui est égal, ce sont les nombres, donc les longueurs. Ces côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur. 2 à 2, ça veut dire les 2 paires de côtés opposés. Deuxièmement, les côtés, ils peuvent être... Voilà, je vais les prolonger en pointillés. Donc là, je me rends compte que lui, il n'est pas du tout parallèle à l'autre. Donc comme il n'y a pas de codage pour parallèle, hein, on avait dit qu'on codait en faisant des petits pointillés pour montrer que si on prolonge, on voit bien les côtés opposés parallèles 2 à 2. Alors, ces côtés opposés, sont 2 à 2 parallèles. Alors, on a parlé des diagonales et des côtés, il nous manque les angles. On a les angles opposés, lui avec lui, qui va avoir, et cet angle, il va avoir la même mesure que celui-là. Alors, ces angles opposés, je rappelle, ces angles sont opposés, ça va pas. Le vocabulaire, c'est angle opposé, et on regarde qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux. Ils sont 2 à 2 de même mesure. Voilà. Donc là, l'éval de cours est terminé.